Bonjour, je suis le professeur Aberkan Meriem et je suis heureuse de partager avec vous la première partie de cette vidéo concernant les outils de la biologie moléculaire. Le terme biologie moléculaire est proposé en 1938 par Warren Weaver, qui n'était pas du tout biologiste, c'était un scientifique américain, un mathématicien et administrateur de la recherche. En fait, la biologie moléculaire n'est pas en elle-même une discipline, c'est une expression commode pour désigner la molécularisation de la biologie. La biologie moléculaire repose sur une série de méthodes et de stratégies qui permettent d'accéder aux phénomènes moléculaires du vivant, parce qu'évidemment on ne voit pas ce qui se passe dans l'infiniment petit, et ces molécules évoluent constamment avec les progrès dans tous les domaines des sciences. Alors, l'objectif de ce cours est de survoler un peu les techniques qui permettent de travailler sur des acides nucléiques, en particulier l'ADN, de comprendre par exemple comment on va isoler, purifier et enfin visualiser l'ADN. On va essayer de comprendre également comment fragmenter l'ADN pour en récupérer une partie précise, un gène d'intérêt par exemple, et savoir comment en obtenir une grande quantité en utilisant par exemple la PCR, une technique d'amplification. Idéalement d'en connaître la séquence exacte par séquençage, et en cloner une partie pour pouvoir la réutiliser ultérieurement. Et pour mieux vous introduire à ce qu'est la biologie moléculaire, j'aimerais qu'on se repenche rapidement sur quelques notions indispensables à cette compréhension. Et pour ça, on va commencer par définir le terme de dénaturation de l'ADN, appelé encore fonte de l'ADN dans certains ouvrages, qui est une étape préalable à de nombreuses techniques utilisées en biologie moléculaire. En un mot, la dénaturation consiste en un processus qui conduit à transformer un ADN double brin en deux simples brins, en rompant les liaisons hydrogènes entre les bases nucléiques des deux chaînes complémentaires de l'ADN. Cette dénaturation, on va pouvoir l'opérer in vitro en soumettant l'ADN à tout agent chimique ou physique qui est capable de déstabiliser les liaisons hydrogènes, comme par exemple le pH, la température ou certains solvants, des concentrations ioniques élevées, des agents alcalins, tout en sachant que les liaisons hydrogènes qui assurent la structure en double hélice sont sensibles à la chaleur et qu'un chauffage au-delà de 80 degrés suffit à les rompre. Alors on voit l'ADN natif se dénaturer en deux simples brins qui ne sont plus maintenus ensemble. Ces liaisons labiles vont se rétablir si le refroidissement des brins est lent, et les brins vont se repositionner en respectant les règles d'appariement, évidemment, ce qui nous permet de retrouver l'ADN natif initial. En revanche, si le refroidissement est brutal, les simples brins vont rester figés et vont rester sous la forme simple brin. Alors, donc, ça c'était la définition de la dénaturation. L'hybridation moléculaire, quant à elle, c'est un peu l'inverse, elle va désigner l'association qui peut avoir lieu entre deux acides nucléiques simples brins, évidemment de séquences complémentaires, et qu'on va obtenir après cette dénaturation, ce qui conduit à la formation d'un double brin, qu'on appelle aussi un duplex. Alors l'hybridation est basée évidemment sur la complémentarité des bases, AT ou AU quand il s'agit d'un brin d'ADN avec de l'ARN, ou encore GC, et elle peut se faire entre deux brins simples d'ADN, ou encore deux brins d'ARN, ou même entre un brin d'ADN avec un brin d'ARN. C'est ce qu'on appelle dans ce dernier cas un hétéroduplex. Quelques termes à retenir quand même, par exemple celui qui désigne la température à laquelle la moitié des molécules d'ADN est dénaturée, c'est ce qu'on appelle la température de fusion moléculaire, qu'on note Tm ou Tf, qui est en fait la température de demi-dénaturation. Il s'agit en fait d'un effet qu'on appelle l'effet hyperchromique et qui correspond à la rupture des liaisons hydrogènes et la séparation des deux chaînes, ce qui entraîne une augmentation dans l'absorption des UV de 40% à 260 nanomètres. Et sachant par exemple qu'entre une guanine et une cytosine, il existe 3 liaisons hydrogènes, plus le pourcentage de GC augmente, plus la TM augmente. Il est donc possible de mesurer directement la température de fusion d'un ADN double brin en mesurant l'augmentation de l'absorbance de la solution à 260 nanomètres en fonction de la température. Mais en réalité, on se contente la plupart du temps d'une estimation à partir de la composition de l'oligonucléotide. Si celui-ci a une longueur égale
ou inférieur à 20 nucléotides, on compte 2 degrés Celsius par couple AT et 4 degrés Celsius par couple GC. Alors, en plus de la teneur en GC et de la taille de la molécule d'ADN, comme on vient de le voir, qui font varier la température de fusion d'une molécule d'ADN, il y a d'autres conditions qui sont indispensables pour une hybridation parfaite, optimale, de 2 brins d'acide nucléique. Et parmi ces conditions, on a la composition du milieu réactionnel dans lequel va s'opérer cette réassociation. Il y a donc d'autres facteurs qui vont influencer le calcul de l'ATM, comme la teneur en sel, par exemple. Alors, dans ce cas-ci, les ions Na+, stabilisent les ions phosphates de la chaîne d'ADN et vont limiter la répulsion entre les chaînes monobrins. La présence de Na+, facilite donc la réassociation. En revanche, la teneur en produits chimiques, comme la formamide par exemple, c'est un amide provenant de l'acide formique, et qu'on rajoute dans le milieu, cette formamide va avoir l'effet inverse et créer des liaisons hydrogènes avec les bases azotées de la molécule d'ADN, et va donc entrer en compétition avec le deuxième brin. Alors dans ce cas-là, c'est plutôt la dénaturation qui sera plus rapide, mais en fait ça aide à une bonne hybridation, puisqu'au final, la formamide aura tendance à déstabiliser tous les hybrides imparfaits. Donc le rôle de ces différents constituants sur l'ATM se traduit par la formule empirique de TM suivante que vous voyez affichée, et elle n'est applicable que pour une molécule d'ADN de taille N, supérieure à 100 paires de bases, et présentant un pourcentage en guanine et cytosine, noté pourcentage entre parenthèses G plus C, compris entre 30 et 70. Toutes ces conditions résument la définition de ce qu'on appelle la stringence. Alors la stringence, c'est quoi? C'est un ensemble de conditions expérimentales, de température, de pH et de force ionique qui vont permettre l'hybridation moléculaire. La stringence est d'autant plus forte que la température est proche de la température de fusion et que la concentration en cation monovalent, Na par exemple, est faible. On dira que des conditions très stringentes, température élevée, concentration Na faible, rendent l'hybridation moléculaire plus difficile, mais permettent une hybridation spécifique, tandis que des conditions peu stringentes, température plus faible ou concentration Na plus élevée, vont permettre une hybridation moins spécifique. Alors maintenant qu'on a expliqué un peu comment se faisait l'hybridation moléculaire et quelles sont les conditions pour qu'elle se fasse de façon optimale, on va voir à quoi elle nous sert. En fait, le rôle de cette dénaturation ou d'hybridation, c'est qu'elle va nous permettre de faire en sorte qu'une sonde s'accroche à un brin d'ADN simple brin. Alors c'est quoi une sonde? Une sonde, c'est une séquence d'acides nucléiques, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN, obligatoirement monobrin, qui va être utilisée pour détecter des séquences spécifiques à l'intérieur d'une molécule d'ADN en s'hybridant à un seul des 2 brins de cette molécule. Et donc on prendra soin de dénaturer évidemment cette sonde avant de l'envoyer dans le milieu. Une sonde doit donc être conçue de sorte à être complémentaire et antiparallèle à la séquence qu'on cherche à détecter in vitro. In vitro ou in vivo d'ailleurs, puisqu'on peut utiliser des sondes en hybridation dans la fiche, une technique de cytogénétique moléculaire. Alors parmi ces sondes, on va avoir celles qui sont des sondes directes qui nous permettent d'explorer une séquence génétique dont on a obligatoirement quelques informations, comme la séquence détaillée par exemple. On a aussi par ailleurs d'autres sondes qui sont dites indirectes, qui vont nous permettre d'aller à la recherche d'une séquence d'ADN, même quand on a peu ou pas d'informations sur celle-ci. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans un mélange complexe où va s'effectuer la hybridation moléculaire, il est important, il va avoir impératif que la sonde soit facilement repérable grâce à un marquage avec un isotope radioactif par exemple, c'est ce qu'on appelle un marquage chaud. Mais comme ces marqueurs sont dangereux à manipuler, ils sont aujourd'hui remplacés de plus en plus par un marquage froid. C'est-à-dire qu'on va marquer la sonde en lui accrochant une molécule non pas radioactive mais fluorescente par exemple, ou encore colorée ou chimioluminescente. Ça veut dire tout simplement que celle-ci va émettre une lumière lorsqu'on la soumet à une réaction chimique. Alors comment est-ce qu'on obtient ces sondes? Il existe plusieurs possibilités pour obtenir une sonde nucléotidique.
Une sonde oligonucléotidique peut être fabriquée par synthèse chimique, si la séquence de l'ADN à repérer est connue. Si elle est inconnue, on peut étudier la protéine correspondante et remonter grâce au code génétique à la séquence d'ADN. Mais dans ce dernier cas, le travail est particulièrement difficile à cause du nombre de codons élevé pour un même acide aminé. Une sonde peut être aussi un ADN qu'on peut obtenir après une réaction de rétrotranscription d'un ARN messager en ADN-C ou ADN complémentaire. Ce processus se fait grâce à une enzyme qu'on appelle la rétrotranscriptase et une partie seulement de cet ADN-C sera utilisée. Et enfin, une sonde peut être théoriquement de l'ARN messager. Alors, passons maintenant en revue tous les facteurs, les intervenants enzymatiques dans la manipulation de l'ADN, en commençant par les ADN polymérases, dont le rôle est incontournable dans la réplication de l'ADN, ça vous l'avez déjà vu. Ce sont des enzymes du noyau cellulaire qui agissent en phase S du cycle cellulaire, dont le rôle est de dédoubler systématiquement l'ensemble du génome diploïde en polymérisant de nouveaux brins complémentaires aux molécules mères. D'autres ADN polymérases interviennent dans la synthèse des amorces d'ARN ou d'ADN, comme celles qui sont synthétisées pendant la réplication du génome mitochondrial ou dans la réparation de l'ARN, par exemple. Ces polymérases ont aussi une activité exonucléasique qui leur permet en particulier d'hydrolyser le dernier nucléotide en 3' du brin synthétisé, si celui-ci ne s'apparie pas correctement avec le nucléotide complémentaire du brin modèle. Voilà donc quasiment tous les intervenants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les êtres vivants ont besoin d'une ADN polymérase pour la réplication de leur ADN. Ce sont en général des protéines d'environ 100 000 Dalton. Celles des êtres vivants les plus simples, comme les virus ou les archéobactéries, sont souvent dépourvues de fonctions d'édition. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les ADN polymérases exigent la présence de l'ion magnésium pour bien fonctionner, et aussi que beaucoup d'entre elles fonctionnent en milieu alcalin et que leur température optimale d'action se situe habituellement dans une fourchette de 20 à 40 degrés Celsius. On a encore un facteur qui intervient, ce sont les ligases. C'est des enzymes qui sont capables, comme leur nom l'indique, d'opérer des ligatures ou encore des raccordements. Ce sont des enzymes qui sont capables de reconstituer la liaison phosphoester entre le carbone 3'OH et le phosphate 5' de deux nucléotides voisins sur un même brin d'ADN. Les ADN ligases sont beaucoup utilisés dans le génie génétique, surtout dans le clonage des fragments d'ADN et dans la construction de vecteurs qu'on verra plus tard. Et on arrive enfin aux nucléases, qu'on va voir plus en détail, et qui sont des enzymes qui coupent l'ADN à des endroits précis. Alors, quand elles coupent à l'intérieur d'une chaîne d'ADN, on les appelle des endonucléases, endo pour intérieur, et quand elles coupent à l'extrémité de la chaîne d'ADN, on les appelle des exonucléases, exo pour extrémité ou extérieur. Dans cette dernière catégorie d'enzymes, on a ce qu'on appelle les endonucléases de restriction, qui sont une famille d'enzymes très importantes et qui ont été découvertes chez les bactéries dès 1973, quand on a compris que les bactéries pouvaient se faire attaquer et lyser par une catégorie de virus qu'on appelle les bactériophages, et dont l'ADN est répliqué par la bactérie elle-même avant sa destruction. Alors, en étudiant ce phénomène, on a découvert que la bactérie se protégeait de l'invasion et de l'attaque de ces bactériophages en activant ses propres enzymes particulières, appelées endonucléases ou enzymes de restriction. Bien entendu, ces enzymes de restriction sont des gènes codés par les bactéries elles-mêmes, sont codés par des gènes bactériens, pardon. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment la bactérie va elle-même se protéger et protéger son propre ADN de l'hydrolyse par ses propres enzymes de restriction. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que la bactérie fabrique par ailleurs une enzyme, une méthylase, qui va modifier les nucléotides de son propre ADN en les méthylant, donc en ajoutant un groupement méthyle, pour qu'il ne soit plus reconnu par ses propres enzymes de restriction. C'est tout cet ensemble constitué des gènes de restriction et des gènes de méthylation qui constitue un système de défense de la bactérie vis-à-vis des phages. Donc revenons à ces enzymes de restriction. Ces enzymes catalysent la coupure de l'ADN qui ne sera donc pas méthylé en des endroits précis caractérisés par une séquence bien particulière de nucléotides
qu'on appelle un site de restriction, donc un site de coupure. Les produits de cette digestion sont les fragments de restriction, dont la longueur, toujours la même pour un ADN donné, ne dépend que de la séquence primaire de cet ADN. Alors cette séquence est organisée en palindrome, c'est-à-dire une séquence palindromique où la succession des nucléotides, lue dans le sens 5' à 3', donc de gauche à droite pour le premier brin, est identique à la séquence lue dans le sens droite à gauche pour le second brin, donc dans le sens 5' à 3'. Les extrémités des fragments de restriction obtenus après ce type de coupure peuvent générer ce qu'on appelle des bouts francs, ou des extrémités franches, c'est-à-dire des deux brins d'égale longueur, ou bien présenter un brin plus long que l'autre de quelques nucléotides, c'est ce qu'on appelle des extrémités cohésives ou des bouts collants. Sur ce tableau, on a la liste de quelques enzymes de restriction et des bactéries correspondantes dont elles sont extraites. Et on voit ici que la méthylation qui protège la bactérie de la coupure de son propre ADN s'opère sur une cytosine, sur le carbone 5, ou une adénine, sur l'azote 6, appartenant à des sites de restriction situés sur l'ADN bactérien, et aboutit donc à une inactivation de l'enzyme de restriction correspondante. Donc la bactérie pourra dégrader tout ADN étranger qui présente des sites de restriction sans affecter les mêmes sites de coupure qui sont situés sur son propre ADN. Par exemple, ECOR1, qui existe chez la bactérie Escherichia coli, qui est extraite de la bactérie Escherichia coli, qui est une enzyme qu'on écrit de la manière suivante. Donc E, c'est une lettre qui renvoie à la bactérie Escherichia coli. C, c'est l'espèce à laquelle elle appartient. Et R, c'est la variété. Et le dernier chiffre qui correspond au numéro de l'enzyme qui est produite par cette bactérie. Cette enzyme va couper tout ADN étranger au niveau de la séquence AAATTC qu'elle reconnaît, mais comme ce même site qu'elle aura elle-même méthylé, présent sur son propre ADN, ce même site, elle ne pourra pas le dégrader sur son propre ADN. Elle ne pourra dégrader ce site que lorsqu'il est présent sur un ADN étranger. Quand on a fini de découvrir ces enzymes, qu'on leur a donné des noms, qu'on a répertorié leurs sites de coupure respectifs, on s'est rendu compte que tous les organismes, dont l'humain, avaient dans leur ADN, et en plusieurs exemplaires, des séquences palindromiques semblables aux sites de restriction retrouvés chez les bactéries et les virus, et qu'on pouvait donc utiliser ces enzymes extraites des bactéries, qu'on peut maintenant commander à des laboratoires spécialisés, pour découper en plusieurs fragments cet ADN qu'on cherche à analyser. Ici, on a par exemple une séquence du gène P53 sur laquelle existent plusieurs sites de reconnaissance pour des enzymes de restriction différentes et qu'on peut donc au besoin découper par ces mêmes enzymes. Alors maintenant, passons en revue les différentes applications possibles de ces enzymes en biologie moléculaire et voyons tout d'abord les deux principales techniques qui les utilisent, le Southern blot et le Northern blot, dont le but est de chercher à repérer la présence d'une séquence génétique, soit dans le génome, donc l'ADN pour le Southern, ou encore dans l'ARN pour le Northern. Pour ça, on va utiliser une sonde d'ADN marquée, en général par de la fluorescence, dont la séquence est complémentaire au fragment recherché. Le repérage va se faire par hybridation entre la sonde marquée et le fragment d'ADN ou d'ARN messager correspondant qu'on recherche. Et le marquage de la sonde avec un fluorochrome ou de la radioactivité va permettre de visualiser et de quantifier cette hybridation. La plus utilisée des deux techniques en biomol, c'est le Southern blot. On l'adopte lorsqu'on veut rechercher la présence d'une séquence d'ADN mutée, par exemple, dans un génome donné. Le Southern blot, c'est une technique qui a été mise au point par Edward Southern en 1975. Cette technique va consister à extraire l'ADN total d'un génome donné, tout d'abord, ensuite de le digérer ou le découper par des enzymes de restriction, par exemple ECOR1, dans un milieu. On obtient alors un mélange de très nombreux fragments de restriction qui correspondent à des fragments qui ont été découpés donc, par ECOR1. On soumet ces fragments à une électrophorèse pour les faire migrer dans un gel de haut en bas en fonction inverse de leur taille. Alors, plus un fragment sera léger, plus il migrera loin vers le pôle positif, vu que les ADN sont chargés négativement.
Ensuite, on va faire une espèce de montage pour faire passer les fragments grâce à une montée de tampons qui va imprégner le gel par capillarité sur une membrane de nylon, où l'ADN va alors se fixer par des liaisons stables. La membrane de nylon avec l'ADN fixé est alors mise à incuber dans un sac contenant une solution d'une sonde radioactive complémentaire du fragment d'ADN qu'on recherche, à une température assez basse pour que l'hybride se forme, mais assez élevée aussi pour que cet hybride soit parfaitement complémentaire. On lave alors la membrane et on la débarrasse des molécules de la sonde qui ne sont pas fixées à leur ADN complémentaire, puis on la met en présence d'un film radiographique vierge dans une enceinte opaque pour que la sonde radioactive fixée sur les fragments d'ADN complémentaires impressionne le film. On révèle le film où des taches noires sur le négatif correspondent aux emplacements où ont migré les fragments d'ADN complémentaires de la sonde. On compare les distances de migration avec des fragments d'ADN radioactifs de taille connue qu'on a fait migrer en même temps et qui vont servir de marqueurs de taille. Et voilà, une fois qu'on aura révélé le film, on pourra dire que la séquence recherchée est complémentaire à notre sonde, est bien présente, une séquence mutée par exemple, et que le fragment qui la contient mesure précisément la taille de ce fragment. Mesure précisément telle ou telle taille, en fonction de du marqueur de taille qu'on a fait migrer en parallèle. Comparant avec le marqueur de taille qu'on a fait migrer en parallèle. On a par ailleurs le Northern blot, également appelé transfert d'ARN ou buvardage de Northern, qui est basé sur le même principe que le Southern, sauf qu'il s'agit ici d'explorer de l'ARN et non pas de l'ADN, à la recherche de la présence d'une séquence mutée par exemple. Là aussi, l'ARN va être découpé puis analysé par électrophorèse, qui va permettre de séparer les fragments en fonction de leur taille. Et enfin, ils seront détectés par une sonde marquée qui ne s'hybridera qu'à la séquence qu'on recherche dans notre ARN. Voyons maintenant une autre application que permettent ces enzymes de restriction. Étant donné que ces enzymes coupent l'ADN au niveau de séquences parfaitement définies, on s'est donc rendu compte qu'il serait possible d'établir une véritable carte d'un gène donné par la technique de Southern. Cette carte porte le nom de carte de restriction. En pratique, l'ADN a étudié et réparti en différentes fractions. Chaque fraction est découpée par une enzyme de restriction seule ou un couple d'enzymes de restriction. Et les fragments qui résultent de ces coupures sont séparés par électrophorèse et leur taille est ensuite mesurée. La cartographie de restriction aura donc pour objectif de reconstituer la séquence d'ADN en réordonnant les fragments issus des différentes digestions. L'utilisation de modèles mathématiques pour constituer la carte de restriction s'appuie en fait sur des résultats obtenus à partir de digestion partielle ou complète de la séquence. En contrôlant les conditions expérimentales, on peut réaliser soit une digestion totale, soit une digestion partielle. En condition de digestion totale, tous les sites de coupure sont coupés, alors que dans une digestion partielle, une proportion seulement des sites de coupure reste intacte. Donc, comme je le disais, on réalise généralement une digestion complète par enzyme et une double digestion qui consiste à utiliser simultanément deux enzymes et on obtient ainsi une véritable carte d'identification de la séquence sur laquelle seront identifiés les sites de coupure reconnus par ces enzymes et c'est ça qu'on appelle une carte de restriction. J'ai repris ici la carte de restriction d'un allèle du gène P53 tout en ayant à l'esprit qu'entre un allèle et un autre du même gène, les sites de restriction peuvent différer en fonction des polymorphismes, faisant différencier deux allèles d'un même gène. Lorsqu'on dispose de sondes spécifiques complémentaires aux gènes à explorer, on peut alors mettre en évidence des délétions, des mutations ponctuelles ou des insertions dans ce gène précisément, ou une zone proche de ce gène. Cette mise en évidence se fait par électrophorèse des fragments générés par les coupures de l'enzyme de restriction, auquel sera accrochée, bien entendu, la sonde. Ce fragment étant le seul à être repéré sur le gel, une délétion, une mutation peut par exemple faire disparaître un site de restriction, ce qui va diminuer ainsi le nombre de fragments de restriction générés. L'étendue de la délétion peut être estimée par la détermination de la taille des fragments d'ADN obtenus. Au contraire, une insertion va plutôt créer un nouveau site de restriction et on aura ainsi un fragment de restriction en plus, visible sur le gel d'électrophorèse.
Alors pour prendre un exemple concret, la drépanocytose par exemple, qui est une maladie, qui est une hémoglobinose S ou anémie à cellules falciformes, qui survient à cause d'une mutation ponctuelle qui fait perdre un site de coupure reconnu par MST2, ce qui va, après migration par électrophorèse, faire perdre un fragment de restriction sur le gel à une personne malade et en révéler deux pour une personne normale. Une autre utilisation de ces sites de restriction, c'est la comparaison de l'ADN de différents individus avec une mise en évidence des polymorphismes de restriction, que ce soit dans le cadre d'une étude génétique ou une enquête policière par exemple. En présence de mutations ponctuelles dans des sites de restriction, des variations dans la taille de certains fragments seront observées, et ceci par exemple à l'intérieur d'une même population. Ces petites différences entre les individus dans une même population sont appelées polymorphismes de taille des fragments de restriction, ou encore RFLP pour, en anglais, Restriction Fragment Length Polymorphism. Encore une autre utilisation des fragments de restriction révélés par électrophorèse qui vont là aussi pouvoir nous révéler la présence d'une recombinaison par exemple entre deux gènes ou deux allèles d'un même gène lors d'un crossing over chez un parent et qui pourra expliquer un phénotype nouveau chez le descendant de ce couple. Alors voilà en résumé ce que nous permettent ces enzymes de restriction, mais bien entendu il existe de nombreuses autres applications. Je n'ai cité que celles capables de nous expliquer un nouveau phénotype qui est dû à une mutation. Une autre utilisation, et non pas des moindres en biologie moléculaire, c'est le clonage moléculaire. Le clonage moléculaire, c'est une des bases du génie génétique. Il consiste à insérer un fragment d'ADN dénommé insert dans un vecteur approprié, comme un plasmide bactérien par exemple. Le nouveau plasmide ainsi créé va être ensuite introduit dans une cellule hôte, en général la bactérie elle-même, Escherichia coli par exemple. Celle-ci va être sélectionnée à la fin et multipliée, donc clonée, mise en culture, afin d'obtenir une grande quantité du plasmide d'intérêt contenant le gène qu'on cherche à étudier et à amplifier. Alors, concrètement, cloner un gène, ça veut dire quoi? Cloner un gène, ça veut dire l'insérer dans un plasmide. Un clone sera le transformant bactérien qui contient ce plasmide particulier. Dans ce cas, on parle de clone parce que tous les individus de la colonie bactérienne qui en découlera sont génétiquement identiques. Ce qu'il faut bien comprendre en revanche, c'est que le clonage moléculaire est complètement différent du clonage reproductif, où il s'agit de créer un individu génétiquement identique à un autre, mais d'un âge différent par exemple, ou du clonage thérapeutique, où il s'agit de fabriquer des tissus à partir de cellules souches pour effectuer des greffes compatibles avec un receveur. Alors, en général, le clonage moléculaire va consister tout d'abord à réaliser une transcription inverse d'un ARN messager donné, par exemple, extrait d'une cellule où il existe en grande quantité, et dont l'expression, c'est-à-dire la protéine correspondante, nous intéresse. La rétrotranscription qui va nous donner l'ADN-C ou ADN complémentaire correspondant à cet ARN d'intérêt va consister à utiliser une enzyme, la rétrotranscriptase, qui va faire passer une séquence du stade ARN messager au stade ARN-C, sans intron bien entendu. Alors les plasmides bactériens, les bactériophages et de nombreux virus sont des vecteurs naturels permettant la transfection de différents types de cellules hôtes. D'autres vecteurs encore plus performants ont été obtenus artificiellement à partir de cela, de ces vecteurs, grâce à des manipulations génétiques. Alors pour résumer rapidement, la procédure consistant à utiliser un plasmide bactérien est la suivante. On commence par découper la double molécule d'ADN plasmidique avec une enzyme de restriction donnée, la même enzyme qu'on utilisera pour découper notre fragment d'intérêt qu'on cherche à cloner, et qui est donc un ADN-C obtenu après rétrotranscription in vitro. Et ça, on le fait pour obtenir les mêmes extrémités cohésives que celles obtenues sur le plasmide. Donc on met ensuite en contact cet ADN-C qui nous intéresse avec le plasmide, et il va y avoir une hybridation par complémentarité entre les bases de l'ADN-C et du plasmide, et ensuite une ligase va venir colmater et ligaturer tout ça. La bactérie sera alors sélectionnée et multipliée afin d'obtenir une grande quantité du plasmide d'intérêt.
Voilà un résumé pour le clonage moléculaire. Je vous invite maintenant à regarder une seconde partie de cette vidéo, de la vidéo de ce chapitre, dans laquelle nous aborderons d'autres techniques de biologie moléculaire. Merci.